1 an et demi, on était 120. On va arriver vers 25. Une fois tout ce qui s'est passé, putain. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un désalignement. Renversant. Et on était déconnectés. Je me suis dit, c'est qui tout double. Et pour autant, on voit que ça bouge pas. 2024 est la tempête, mais en fait, c'était juste les quelques gouttes qui annonçaient la tempête. La pilule bleue ou la pilule rouge, le choix. « 2025 démarre avec l'apprentissage de 2024 qui était qu'on avait un peu, voire complètement oublié le client et là qu'on avait souhaité remettre au centre de tout, comprendre pourquoi est-ce que certains se désabonnaient, pourquoi certains l'utilisaient mal. Et en fait, on finit l'année 2024 avec beaucoup d'apprentissage. On n'est pas au bout, mais quand même on est pas mal. Il y a cette notion au produit, impact team, feature team, toutes ces choses-là. On est beaucoup plus clair sur le commerce, sur les fiches de poste. On a fait quand même pas mal de changements depuis des mois. Et on se dit, ça y est, c'est bon, on a compris. Maintenant, ça va aller beaucoup mieux. Donc on se dit, ok, on repart de l'avant 2025 avec des objectifs de croissance du chiffre d'affaires, croissance du panier moyen, croissance de l'utilisation. Bref, tout va bien, Madame le Marquis. Non, mais que le projet que je vous présentais n'était pas ambitieux, moi, c'est tout le contraire. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande ambition que grâce à un bon usage de l'outil par les clients, grâce à la satisfaction, eh bien ça permet de générer un maximum de croissance. Et quand on voit le nombre de collaborateurs pas équipés, quand on voit le nombre de réservoirs qu'on a, si on fait bien les choses, je ne doute pas qu'on va remettre la marche en avant et qu'on va atteindre des niveaux d'ARR impressionnants. Et donc, le premier trimestre se passe comme ça, en se disant, allez, on va sur le terrain, on va voir nos clients, on leur explique que parfois ils avaient mal compris les choses parce qu'on leur avait mal expliqué. On se dit, ok, on va utiliser l'intelligence artificielle pour justement continuer cette croissance. Et donc, on repart de l'avant. Donc, l'objectif central, c'est de sortir les 200 clients de la zone rouge. Pas les 200. 200 sur les 400. Ouais. Donc, on s'est dit, on va être raisonnable. À un moment, on a ce plan ambitieux de se dire, objectif 100 millions. Voilà, c'était se donner un objectif. Pourquoi ? Parce que ça, c'est notre progression. Et ça, c'est l'objectif. Mais on voit bien que la trajectoire qu'on est en train de prendre n'est pas du tout celle qui nous permettra d'atteindre les 100 millions. Donc le sujet de l'objectif des 100 millions d'euros. Donc quand je suis arrivé, c'est comme quand on arrive partout, en fait on ne connaît pas la vie d'entreprise, on se base sur ce qu'on voit, donc on voit 120 salariés, une croissance assez forte. Il y a des moments au début où on se dit « Ah, mais ça doit être le marché, c'est tel truc ». Et en fait, il faut se rendre à l'évidence. C'est que ce n'est pas des éléments en dehors de l'entreprise, c'est des éléments à l'intérieur de l'entreprise qui font qu'on ne peut pas atteindre ces 100 millions. En fait, toute la première partie de l'année, on a mis vraiment beaucoup d'objectifs et de focus sur des sujets autour des clients avec un mauvais usage de notre solution et qui est mesuré par des indicateurs, et en particulier un qui est le nombre d'utilisateurs réguliers de notre solution chez les clients. Et à ce moment-là, quand on est encore 80, 90, 100 dans l'entreprise, on a de la force de frappe en fait, pour agir sur tout ça, que ce soit en développant le produit, que ce soit en allant voir les clients directement, que ce soit avec des actions marketing ou avec tout un tas de choses. Et pour autant, on voit que ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Et quand on commence à regarder, finalement, est-ce que tout le monde met bien les bons ingrédients pour que ça bouge ? On se rend compte que non. Mois après mois, on se rend compte que cette soi-disant tempête qu'on avait vécue en 2024, c'était pas une tempête. C'était les quelques gouttes, prémices de la vraie tempête et l'orage qui arrivait. Pourquoi je dis ça ? Parce que en fait, on s'est rendu compte que la communication qu'on avait chez nos clients, ce qu'on leur vendait, c'était pas nécessairement ce que nous on faisait en interne.
Et c'est quand même dramatique de se dire que ce que l'on vend, on n'est pas capable de le faire. Donc là-dessus, il faut entre guillemets qu'on devienne irréprochable. Pour ça, Jean-Baptiste nous a demandé, et je pense qu'on le rejoint tous depuis très très longtemps, sur le fait que Steeple doit évoluer pour qu'on ait une bonne communication interne et qu'on évite d'avoir des trous dans la raquette, tout simplement. Parce que la situation, c'est pas parce qu'on en avait pris conscience qu'on l'avait réglée. Deuxième révélation. Donc ça, c'est les trucs qui sont mal faits et donc les trucs à corriger. Deuxième truc qui a été mal fait, c'est ce qui a été fait sur le Q1 au niveau des OKR. Et la semaine dernière, on était à 347 clients dans le rouge. Le résultat de la semaine, c'est qu'on en a sorti 4, mais 10 nouveaux sont rentrés. Donc si on regarde juste sur ceux qui étaient dans la zone rouge au départ, on est à 286, donc on a sorti un peu plus d'une centaine. Et avec les nouveaux qui rentrent, ça fait plutôt une cinquantaine de sorties. Moi, ce qui m'a étonné sur la partie des clients en difficulté qu'on a essayé de faire bouger sur le Q1, ce qui m'a étonné, c'est qu'on n'arrive pas, malgré ce focus fait sur ces clients, à faire bouger les choses. Quasiment aucun des clients qu'on avait ciblés sur le Q1 n'a pu sortir de cette zone de très faible usage de notre solution, et une bonne partie ont commencé à vraiment envisager la résiliation. J'ai eu l'impression à ce moment-là qu'il y avait un nombre très faible de gens dans l'entreprise qui étaient vraiment sensibles à ça, et que finalement le reste de l'entreprise continuait de faire sa petite vie sans se rendre compte qu'il y avait vraiment un problème. Des clients qui nous disent ça fait longtemps qu'on ne vous entend plus, vous avez perdu le contact avec vos clients, vous ne répondez pas à nos demandes, enfin, tous ces petits signaux qui disent oula, ça commence à monter. On a un sujet avec nos clients qui est fort autour de l'usage. Notre solution, évidemment, si elle n'est pas utilisée, les clients n'ont pas intérêt à la conserver. Donc il faut effectivement qu'il y ait un usage fort et un usage par l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs chez le client. Et c'est pas un travail simple de mettre en place Steeple et de faire adhérer l'ensemble des collaborateurs à cet outil, qui doivent aussi accepter de changer leurs habitudes pour arrêter d'utiliser d'autres outils tels que WhatsApp, leur tableau d'affichage, des newsletters, des emails, etc., etc. Souvent, un certain nombre de clients sont conscients de la situation, mais viennent avec des propositions qui ne nous semblent pas être les plus pertinentes pour faire avancer les choses. Les clients regardent de plus en plus près les lignes budgétaires. Et si Steeple est identifié comme étant un réseau social, ça passe très très bas dans les priorités d'une société. Boucler son budget, le gouvernement va imposer un tour de vis aux entreprises l'an prochain. Il y a les entreprises qui arrêtent de produire et celles qui sont quasiment à l'agonie. On a l'impression d'être dans une période bac à sable. Comment trouver des milliards? Et donc on voit bien que mois après mois, on n'y arrive pas. L'OKR principal, c'était sortir 200 clients de la zone rouge. Et on s'était fixé l'objectif ensemble d'en faire sortir 200. Donc, malheureusement, quand on regarde début mars, en fait, le 103 est devenu 112. Voilà, c'est un mois de février qui a été un petit peu moins efficace sur cette partie-là. On n'y arrive pas et que c'est douloureux collectivement de ne pas réussir. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que vous avez reçu finalement les OKR, mais sans avoir été vraiment impliqué dans la conception de ces OKR, ce qui fait que vous les avez reçus et que là, le temps de prise en main de ces OKR et de se dire ok, ça veut dire quoi, en fait, il y a eu une inertie qui était folle, ce qui fait que on a quasiment perdu un mois et demi pour réexpliquer. Ah mais non, mais en fait, si on vous demande de faire ça, c'est pour ça, c'est pour ci, c'est pour ça. Et je vois bien aussi qu'à chaque fois, on essaye de faire changer des petites choses, mais que ça ne marche pas. Le résultat, c'est que ça ne marche pas, qu'on n'y arrive pas. Et là, alors ce chiffre-là, il descend. Il y a un autre chiffre qui monte, mais c'est pas le bon. C'est celui que vous connaissez, c'est le churn. Et celui-là, il explose puisqu'il double. Donc ça, c'est impressionnant. D'un point de vue valeur, il passe à 3%. On était habitué à dire que chez Steeple, on n'avait pas de churn. Bon, c'est plus le cas. Eh bien, chose qui est assez impressionnante, c'est que sur l'ARR net, on retombe en dessous de 2021. C'est le nouvel ARR. Attention, parce que on a de la chance. C'est quoi de la chance? C'est qu'on a bien travaillé pour créer un modèle, un business model. Si on était une agence, une agence de com, une agence de recrutement, on aurait dû licencier parce que justement, une perte d'activité comme ça est brutale. Nous, on a de la chance, c'est d'avoir de l'abonnement. Et donc l'abonnement, ça confère un certain confort et ça nous permet de grandir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir, vous le voyez sur cette courbe,
le décrochage et que cette dynamique qu'on avait, eh bien là, on voit clairement la cassure qui s'opère. Le churn qui, on utilise un mot assez fort, qui explose début 2025, c'est un sujet, quand je suis arrivé, il y avait une fierté qui était très vraie, qui était le churn n'existe pas chez Steeple. 2024, c'est le moment où l'entreprise se rend compte qu'il y a un certain nombre de clients qui ont acheté la solution pour des mauvaises raisons et qui finalement commencent à moins l'utiliser ou ne l'utilisent déjà pas très bien et finissent par se dire qu'ils payent pour rien et ils commencent à résilier. Mais si on se dit, attends, ce truc de résiliation, moi je m'en fous, parce que moi je m'occupe que des nouveaux clients, ou bien moi je m'occupe que de développer le produit. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est que là, moi je pense alerter tout le monde en disant, ouais, on a un problème de résiliation. Et en fait, non, ça ne touche personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire pour oublier à ce point le client, pour oublier à ce point ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait? Quand la marée se retire, on voit qu'il se baignait sans slip. C'est une phrase de financier. Et je pense que ça, c'est lié aussi à notre histoire et au fait qu'au départ, on était une petite équipe. Et en 2020, il y a eu le Covid. Et donc, on a tous été éclatés chez nous, dans nos domiciles, on s'est tous éloignés. Et à ce moment-là, il y a eu aussi la croissance de l'entreprise. On s'est dit, on va embaucher pour combler ce manque de bouche à oreille. Et il y a eu deux éléments en même temps, c'est beaucoup d'embauches et des équipes chez elles ou éloignées. Le marché nous a portés. On a été porté par un marché où les entreprises se sont dit il faut digitaliser, et notamment avec le Covid, ça a accéléré. Donc en fait, le marché te porte, et toi tu dis ah mais je suis trop fort. Mais non, t'es pas trop fort. Mais tu te dis que tu es trop fort. Et donc tu te dis, en fait j'embauche des gens, on continue de grandir, corrélation, mais corrélation n'était pas forcément raison. Allez, au milieu 2024, on commence justement à redéfinir ce qu'est Steeple, les valeurs, les collaborateurs qu'il nous faut pour atteindre nos ambitions. Et je vois que ça va coincer chez pas mal de personnes. À ce moment-là, on doit être encore à peu près une centaine de salariés. On veut tourner le bateau, le bateau tourne pas. Je pense que c'est avant tout un sujet culturel. Alors, le sujet culturel, alors on va rembobiner encore plus loin. Donc juillet 23, c'est quand j'arrive. La vie au travail était très très accentuée, très favorable aux salariés. Pas d'horaire, télétravail illimité, une personne et un alternant payés à temps plein pour organiser une vie dans les bureaux. Alors, moi, je ne voyais pas trop la valeur ajoutée d'avoir un brunch quand les résultats sont mauvais, que l'ambiance est faussement bonne et qu'on n'est pas tous alignés sur le même projet. Parce que moi, vu que je suis financier, je me dis, mais s'il y a 120, on produit tant d'ARR, si pour faire 100 millions, il faut qu'on soit 50 000. Enfin, il y avait un sujet de masse. En fait, il y a une règle dans le SaaS c'est à peu près ça, c'est une personne, 100 000 euros d'ARR. C'est à peu près ce qui se fait dans les milieux financiers. Donc là, on faisait à l'époque 6 millions, 120 personnes, tiens, il y a un truc, mais bon, si la croissance tend et qu'on maintient les effectifs, ça va passer. Mais sauf qu'on continue à recruter. Quand je suis arrivé, on était tous les 15 jours, il y avait 13-15 personnes qui arrivaient. Je me suis dit, à ce rythme-là, on ne sera jamais rentable. Et là, on avait le cas, un commercial avec 3 rendez-vous en physique par mois pensait faire du bon boulot. Au produit, se dire qu'il n'y a pas de problème à utiliser un outil de communication interne qui n'est pas Steeple et de se dire qu'il n'y a aucun problème à ça, c'est une déconnexion. Et très vite, on se rend compte que pour le nombre qu'on est, la courbe de croissance, elle est trop ralentie. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on commence à analyser un peu plus les choses et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, qui ne sont pas responsables de faire avancer soit l'usage de la solution par les clients, soit de continuer à faire croître l'entreprise. Et moi, il y a un moment qui est salvateur pour moi, qui est au mois d'avril,
je prends un peu de temps pour prendre du recul et pour me poser les vraies questions. En me disant, je vais bien voir. Je vais voir ce qui se passe. Et donc, je pars. J'étais pas content, vous l'avez vu. J'étais pas content contre vous. J'étais finalement pas content contre moi. Parce que le manager de toute l'équipe ici, c'est moi. Et donc, si en tant que manager, partez pendant 3 semaines, pendant 3 semaines, il n'y a rien qui bouge, il n'y a aucune initiative, il n'y a aucune discussion. Et par contre, quand vous revenez, c'est le bureau des plaintes pour dire lui, il n'a pas fait ça, lui, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire que vous êtes un très mauvais manager. Et donc, je suis un très mauvais manager. Parce que le constat, il est là. C'est que si vous partez en vacances, vous, et que vos équipes ne font rien pendant que vous partez, c'est que vous aussi, vous êtes des mauvais managers. Et donc, ça veut dire aussi que je suis indispensable, et c'est pas le rôle d'un manager. Moi, mon objectif, c'est d'être dispensable. Après avoir fait ce constat de ce dont j'avais besoin dans mon équipe proche, de ce niveau d'exigence, de ce niveau d'alignement, j'ai représenté à l'ensemble des managers le projet. J'ai représenté la manière dont il faut collaborer avec moi, ce que j'attends d'un manager. Et cette vision de se dire, mais écoute, un manager, soit il est 100% aligné avec moi, soit il ne fait pas partie de mon équipe. Et des managers qui étaient pour, je pense, la plupart c'était leur première expérience de management. Si demain Steeple était 10, ce seraient ces personnes qui sont autour de ma table. Et moi, j'ai raté déjà à créer ce sentiment de confiance, d'unité et de partage. Alors, en fait, ce qui était assez technique, c'est que du coup, moi, je suis devenu manager de gens dont j'étais, quand je suis rentré chez Steeple, le collègue. Donc, il y a un peu d'ajustement à faire des deux côtés, qui n'est pas simple à faire, hein. Et je pense que le fait d'hériter d'une équipe que j'avais pas nécessairement choisie, pour moi, ça a été un peu compliqué, parce qu'en termes de positionnement, c'est un peu compliqué. Donc ça, je pense que ça m'a fait beaucoup grandir là, l'année que je viens de passer en tant que manager. Et je managerai probablement pas les futures équipes comme j'ai managé les anciennes. Malheureusement, la dérive qui s'était opérée au fil du temps avec l'équipe manager, c'est que plutôt que d'avoir un alignement, il y avait eu un côté perpendiculaire. Et le manager était devenu le chapeau d'une équipe. Si bien même qu'il y a carrément... ça devient des contre-cultures. Et donc, il y a ce premier élément qui est le fait que des cultures naissent avec donc des règles nouvelles, des outils nouveaux. Si je devais donner des conseils au Mathieu il y a pas si longtemps, en fin de compte, on oublie, mais c'était il n'y a pas si longtemps, je lui dirais prends en main beaucoup plus fermement le sujet OKR et performance individuelle, s'il est bien mis en œuvre. Et sinon, il peut être très très perturbant si on le met en œuvre à moitié, quoi. Le désalignement qu'on a observé au sujet du concile est exponentiel au sein des équipes. Donc on a un gros sujet actuellement au concile de se réaligner tous ensemble. Et quand du jour au lendemain, tu as un Gus qui est fondateur, patron, mais finalement, moi, je n'étais pas reconnu comme le dirigeant de l'entreprise. J'étais un gars loin. Non, eux, c'était leur manager avec qui ils étaient proches. Et donc, quand tu as le gars du dessus qui dit « Voilà l'entreprise que je vous propose », ils disent non. Pourquoi? Nous, tout se passe très bien. Donc, Édouard, responsable ressources humaines de Steeple depuis juin 2025. Et Édouard, il comprend tout à fait et totalement ce qui est en train de se passer. Quand je suis arrivé, moi, les choses, elles m'ont été posées effectivement de façon très claire. Là où je voyais 2 grands sujets qui sont assez clivants. Le premier, c'est pour le coup un désalignement avec la direction et un manque d'échange, et c'est pas normal, entre la direction et les collaborateurs, et quelque chose qui... une communication pas évidente. J'avais des collaborateurs qui en face, qui me disaient cash que par exemple, ils pensaient que Jean-Baptiste n'était pas le bon dirigeant. Parce que le Q1 par exemple, ça a été une catastrophe sur le plan managérial, sur certains périmètres, moi je vois sur les tickets, aujourd'hui,
il faut être capable de rassurer les personnes en disant non, on va s'améliorer, on s'améliore et voilà le cap, voilà où on va. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on augmente pas mal les collaborateurs, qu'on augmente pas mal les clients, et puis ça y est, on est parti. Sauf qu'en fait, Jean-Baptiste, au bout d'un moment, il fait un constat en se disant mince, là, si on continue comme ça va pas aller, on va pas dans la bonne direction. Et donc du coup, on se dit stop. Stop pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut qu'on revoie. Mais en fait, on a des clients à lesquels on a vendu une prestation et ils l'ont pas acheté pour les bonnes raisons. Donc on va d'abord faire un point sur ces clients-là. Et aussi sur les collaborateurs, il y a des choses qui vont et il y a des choses qui vont pas. C'est dans cette gestion de la croissance, il y a des choses où faut rectifier. Et donc on rectifie et on prend le temps de faire les choses. Ça crée, en tout cas au niveau des effectifs, une décroissance au niveau des effectifs. Et que cette décroissance au niveau des effectifs, Nicolas à juste titre dit « Edouard, tu sais, ton graphique, il est pas bon », parce qu'en fait, c'est comme ça que les gens le vivent. C'est-à-dire que les gens vivent à répétition toutes ces turbulences parce qu'on perd des gens, moralement, ça donne un coup au moral et c'est pas agréable. Et là, on a la base saine, et une fois qu'on a la base saine, on va repartir pour chercher la croissance. Et moi, je suis pas venu pour ça, moi, je suis venu pour ça. Donc, on va proposer un nouvel organigramme. On va proposer une nouvelle culture d'entreprise, on va proposer une nouvelle vision du management. On va proposer aussi la vision de la collaboration, une vision où chacun est responsable d'un périmètre. En juillet, le 3 juillet, j'interviens à la masse et je dis qu'en fait, le niveau qu'on attend, c'est d'être un professionnel sur lequel on puisse compter. On veut juste ça. On ne cherche pas chez Steeple des top performeurs. On cherche des professionnels sur lesquels on puisse compter dans leur métier. Donc ça déjà, c'était un gros problème où j'ai vu qu'effectivement, la notion de performance, il n'était pas en phase. Être performant, ça ne veut pas forcément dire être top performeur, c'est pas ça. Être performant, ça fait de vous un professionnel sur lequel on peut compter. À partir du moment où vous êtes un professionnel dans le métier sur lequel on peut compter, là on estime que vous êtes performant. Et il va prendre à bras le corps. Et il va aller vraiment loin dans le sujet en disant « Écoutez, voilà Steeple, voilà le Steeple dont on a besoin. » Et là, l'idée, c'est plus de dire, maintenant, on va regarder, est-ce que tu as réussi à faire bouger un chiffre d'impact, un usage chez nos clients et donc, en fait, est-ce que ce que tu as produit est utile et utilisé et ça, c'est assez nouveau. Et dans la mise en œuvre de cette méthode-là chez Steeple, ce qu'on veut, nous, c'est que les collaborateurs soient force de proposition sur leur plan d'action. Donc, qu'ils soient capables de dire, moi, je vais faire bouger cette métrique-là et voilà le plan d'action que je me donne. Et ça, pour certaines personnes, c'est plus ou moins facile et c'est plus ou moins éloigné de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Moi, ce que j'attends sur le plan RH, c'est que chacun, individuellement, ait le souci sincère de son engagement et de sa performance. Je pense que vous avez ce souci aussi avec votre propre manager. Je pense que vous avez ce souci aussi avec Jean-Baptiste. On doit tous avoir ce souci sincère de son engagement et de la performance. Voilà le Steeple qui, demain, permettra d'accompagner et d'améliorer la vie de millions de collaborateurs à travers le monde. C'est plus une question de qui est sympathique, qui m'a l'air de bien travailler, qui présente bien, etc. C'est une question de donnons-nous des objectifs collectivement. La première, c'est de mener un projet qui est ambitieux humainement, où on sait qu'on va demander aux personnes de choisir si elles vont rester ou pas rester, et de savoir qu'il y aura du mouvement, et qu'on va initier beaucoup de mouvements. Cette culture de l'exigence, de la performance, si vous pensez en avoir envie, mais que vous n'en avez pas envie, au fond, et que vous n'avez pas fait cet effort d'introspection personnelle pour se dire « Ok, moi tous les matins, je veux arriver, être performant, m'éclater en vue d'un objectif », en fait, au fur et à mesure des discussions, on a dû creuser avec l'ensemble des collaborateurs pour leur faire dire est-ce qu'ils ont envie ou non, est-ce que leurs chiffres matérialisaient cette envie. Vous choisissez si vous en faites partie ou si vous ne souhaitez pas en faire partie. Dans le sens où on ne savait pas combien de demandes on allait avoir. Qu'au contraire, on voulait être sûr que ça génère de la demande auprès des personnes qui ne se projettent pas. Donc, tous nos messages allaient dans le sens, si vous n'êtes pas bien chez Steeple, ne restez pas. Et moi je me dis, mais qui peut refuser ça? Et en fait, beaucoup de monde. Et en fait, ça a fait un appel d'air que je n'avais pas estimé aussi fort. Et on voit que c'est juste que des gens ne se retrouvent pas dans un projet, ne se retrouvent plus dans un projet en fait, qui peut-être pour eux a changé, mais qui pour Jean-Baptiste a toujours été clair. Mais le côté auto-entrepreneur,
j'ai des résultats, je défends mes idées, ça va pas à tout le monde. Et là, quand je vois qu'on va, oui, effectivement, être proche de 30 fin d'année, on m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais jamais cru. J'ai quelque chose à vous dire. Moi, ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Steeple et je vais partir. Je vais partir pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que j'ai été atteint par beaucoup de négativité, beaucoup de choses que j'ai ressenties et ça m'a fait souffrir. Donc au début, j'ai rongé mon frein de mon côté, je comprenais pas pourquoi ça allait mal et puis à un moment donné, j'ai décidé d'en parler avec la direction. Et la direction, voilà. Et toi aussi. Ouais, et puis parce que je pense que on voit beaucoup le mot honnêteté qui ressort souvent dans les masses, dans les prises de parole, mais je pense que je m'en suis rendu compte un petit peu tard, mais ça commence par être honnête envers soi-même, être en phase avec soi-même. Et moi, je pense qu'à force d'avoir trop de négativité, ça freinait mon travail, en fait, ça freinait l'entreprise au final. Et je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus la bonne personne, plus le terme aligné, peut-être en tout cas plus motivé. Et plutôt que de ronger mon frein de mon côté, ce que j'ai fait pendant trop longtemps, ça était peut-être fait un peu trop tard, mais j'en ai parlé avec la direction, comme je disais, et on a trouvé une solution. La solution, c'était que je parte de l'entreprise. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que restez pas dans votre coin si vous êtes plus motivé, parlez-en. Je dis pas qu'il faut absolument partir, mais au moins parlez-en. Je pense qu'on peut trouver des solutions. Moi, la solution, c'était de partir, mais ça passe par du dialogue et ça passe par être en phase avec soi-même. C'est, je pense, le truc le plus important. Et là, c'était incroyable de voir à quel point les collaborateurs avaient une forme de maturité aussi, d'honnêteté envers eux-mêmes pour dire est-ce que j'ai envie de ça ? Est-ce que j'ai pas envie de ça ? Et oui, beaucoup n'en ont pas eu envie, mais c'est génial, c'est parfait. Déjà, merci tout le monde d'être là pour faire court et pas trop lourd. Je suis content puisque j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher il y a 4 ans. Je voulais apprendre. J'ai appris énormément sur l'entreprise de manière générale, sur les rapports avec les collègues, avec la direction aussi. Ouais, c'est mon prénom, c'est la direction. Ouais, non, c'était. Puis sur moi aussi, j'ai pas mal appris sur moi. Si je peux vous donner un message plutôt positif, c'est de tester, de tenter, de faire en sorte que vous kiffez votre boulot. C'est ce qui m'a manqué. Donc merci à tous. Et d'ailleurs, moi j'en veux à personne, si ce n'est à moi. Il n'y a pas de ressentiment, c'est juste une lecture des événements qui se sont passés. Et oui, moi je conçois complètement que des collaborateurs soient partis fâchés, soient partis avec du ressentiment, soient partis avec parfois de la haine et l'envie de crier leur haine sur Internet ou dans les rues. Parce qu'on leur a vendu un truc qui était extraordinaire et après quelqu'un vient leur enlever ce truc qui leur semblait extraordinaire pour leur dire mais non mais c'est pas ça. Et donc il fallait avoir ce courage de faire les changements, avoir le courage d'assumer ses responsabilités. J'ai pas de mal à assumer mes responsabilités, de dire que moi j'étais aux commandes de Steeple pendant tout ce temps. Les conneries, c'est moi. Il n'y a pas de sujet. C'est moi qui ai recruté les managers, c'est moi qui ai construit... Non. Et j'assume ces responsabilités. Et je pense que tout le monde doit assumer ses responsabilités. De se dire aussi qu'il y a des collaborateurs qui ont rejoint une entreprise, il faut assumer ses responsabilités. Rejoindre une start-up, rejoindre une jeune entreprise, oui, c'est rejoindre un projet qui est mouvant. Il faut imaginer qu'il y a un an, il y avait 120 collaborateurs. Aujourd'hui, il y en a 30. J'en ai que un maintenant où on parle de surcharge de travail. On passe de 120 à 30 personnes. Le service RH, c'est celui sur lequel on vient se plaindre tout le temps quand il y a de la surcharge de travail. Là, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, à près de 25, on est plus performant qu'on l'était à 120. Donc on dit, mais comment c'est possible ? L'activité a augmenté, on a plus de clients qu'avant, nos clients utilisent mieux la solution, et pourtant on a diminué par 4 le nombre de personnes.
Donc il y avait un sujet. Donc la première réaction que j'ai, c'est « Waouh, comment c'est possible ?» Comment c'est possible? C'est que là, on est revenu aux fondamentaux, je pense, chacun sur nos métiers, sur l'efficacité. Il y a une phrase de Peter Drucker qui dit la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Parce qu'effectivement, la culture, c'est notre stratégie. Et ça, de l'expérimenter, moi, je trouve ça fabuleux. Et que je m'en souviendrai vraiment à vie. Et je pense que la culture, c'est un moyen de dire à tout le monde, toi, ok, on se comprend parce qu'on a la même culture, on a le même objectif, on veut faire grandir la société, et on sait que les règles sont les mêmes entre nous, donc tout va être beaucoup plus fluide en fait. Et c'est ça la culture. C'est ça la culture, c'est de la polyvalence, c'est de se dire qu'on est une seule équipe qui avançons dans une même direction. L'important, c'est si vous rejoignez demain ce projet, c'est ça qu'on poursuit. Et donc, les collaborateurs, moi demain, s'il faut que je me mette à coder ou à faire des rendez-vous commerciaux, je le ferai, parce que cet objectif, il est là. Et c'est ça la culture. On est un commando de collaborateurs polyvalents, de collaborateurs qui ont envie. Alors effectivement, avant, on était plus sur une stratégie de service. Donc on regardait beaucoup nos KPI. Aujourd'hui, plus seulement, même à la compta. Donc nous, aujourd'hui, maintenant, on va prendre le réflexe, dès qu'on parle d'un client, d'aller vérifier effectivement son taux d'utilisation, son taux d'utilisateurs réguliers. On va aller vérifier s'il a un écran d'allumé. Donc on va avoir ces réflexes qu'on n'avait pas auparavant parce qu'on se cantonnait à notre service. En fait, Steeple 2024, pour ce que j'en ai connu, c'est une manière de fonctionner très proche de ce qui existe dans plein d'entreprises. C'est-à-dire que le dirigeant donne des choses à faire au manager, qui lui-même donne des choses à faire aux collaborateurs qui sont dans son équipe. Et ça, c'est ce qui se passait chez Steeple en 2024, et c'est vrai pour moi autant que pour les autres managers. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup cette logique de manager qui donne des tâches à réaliser. Et on voit tout de suite les limites de ça, même si, en fait, aujourd'hui, la majorité des gens font ça dans les entreprises. Ils donnent des tâches à faire aux collaborateurs qui sont dans leur équipe, et le manager est le seul à avoir la vision sur pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut faire ces tâches. Et c'est en ça aussi qu'on a essayé de renverser la chose chez Steeple, et qu'on arrive à ça, là, dans cette fin d'année 2025. C'est-à-dire que on essaye de ne plus dire aux collaborateurs ce qu'ils doivent faire, mais de le responsabiliser sur les objectifs, et que finalement, il soit proactif, autonome sur les leviers pour répondre aux objectifs de l'entreprise. Il y a un événement qui m'a marqué. On se retrouve fin septembre avec beaucoup moins de collaborateurs et une projection sur beaucoup moins de collaborateurs. Et donc on se retrouve avec des bureaux pour 120 personnes. Du coup, beaucoup de bureaux vides et on se dit il faut réorganiser l'espace. Ça a été un sujet super parce que c'était un sujet qui était collectif. Sur une journée, du coup, ça a mobilisé tout le monde et ça, je trouve ça bien. Et puis, c'est un sujet sur lequel on a recentré les équipes à travailler ensemble. Et en fait, c'est génial d'avoir cette culture aujourd'hui. Non, on sent qu'on a besoin de travailler ensemble et où ça recrée... l'espace des bureaux, justement, vient complètement consolider cette envie de travailler ensemble, d'être une seule équipe. Et ça, c'est fabuleux. En fait, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de transparence sur qui est en train de travailler sur quoi. Et comme chacun a pu sélectionner les objectifs sur lesquels il veut travailler, finalement, il y a des collaborations un peu naturelles qui se créent, qui des fois ne sont pas immédiates. Mais par exemple, l'autre jour, on a vu l'équipe produit présenter un début de travail sur une évolution, et on a constaté niveau marketing que on travaillait sur le même objectif. On a pu très vite se regrouper pour agir ensemble et proposer des choses qui vont dans le même sens et qui servent les objectifs des deux services, qui évidemment à la fin servent aussi l'objectif de l'entreprise. Donc ça, c'est génial. Moi, le sujet, je le trouve passionnant. Je ne connais pas une seule entreprise qui est passée de 120 collaborateurs à 30 collaborateurs en ayant un contexte financier qui est favorable, où ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a pu se permettre de mettre en place des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout pour des raisons financières. Au contraire, aujourd'hui, on peut embaucher plein de monde. Enfin, il n'y a pas de problème. Moi, je suis convaincu que dans un an, on sera repassé à 100 collaborateurs, mais avec les bonnes personnes et on aura tiré les bons enseignements. Ça va nous permettre justement de repartir mieux et sur ce qu'on veut vraiment faire. Déjà, moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de rentrer chez Steeple. Enfin, beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus enthousiasmant de rentrer chez Steeple maintenant, en tout cas pour les profils qu'on cherche, que de rentrer chez Steeple à l'époque de l'usine Steeple, entre guillemets.
Parce que là, on va demander à tous les collaborateurs, et aussi aux développeurs, aussi aux équipes projet, de comprendre toute la chaîne, et donc de comprendre à partir du besoin client jusqu'à concrètement ce qui est réalisé, l'impact que ça a, et faire en permanence des allers-retours, faire un peu l'hélicoptère entre concrètement au jour le jour je fais ça, mais c'est pour faire ça, qui va servir à ça, et in fine qui va avoir cet impact-là sur les grandes ambitions et les grands objectifs de l'entreprise. Et là, on est en train de changer les choses avec vraiment la responsabilisation des collaborateurs, ce qui est génial d'ailleurs à présenter quand un nouveau collaborateur arrive, ce qui était le cas dans l'équipe marketing il y a quelques semaines, de présenter tout de suite que en fait on ne t'expliquera pas ce qu'il faut faire. C'est à toi d'être moteur et de proposer des choses pour faire avancer l'entreprise dans la direction où elle veut aller. Et ça, en fait, si je pouvais le reproduire sur le passé, je le ferais. Mais en fait, pour que ce soit fait, il faut que ce soit une direction commune à l'ensemble de l'entreprise et pas juste à une équipe. Moi, j'ai l'impression que c'est une renaissance, un renouveau de Steeple, comme un phénix qui repart, qui renaît de ses cendres. Et j'ai vraiment l'impression de lancer une nouvelle entreprise. Tous les collaborateurs qui ont aujourd'hui choisi Steeple sont alignés. Alignés avec le projet, alignés avec la mission, alignés avec la vision, alignés avec l'exigence, alignés avec tout ce qui compose Steeple. Je me souvenais d'une discussion qu'on avait eue où il me dit « si à la fin de l'année il me reste 20 personnes, c'est pas grave ». Et moi j'ai écouté la chose en me disant « bah non quand même, on va pas arriver à 20, on est 95, 85, le delta il est énorme ». Je me suis dit « non, je pense pas ». Bah, aujourd'hui c'est pas compliqué, hein, on est 30. Et c'est incroyable de voir qu'on est devenu non plus une somme de petites équipes, mais on est devenu une équipe, l'équipe Steeple. Bon, en tout cas, merci d'être là. On voit déjà dans la salle l'équipe qu'on est. Je pense qu'on se rappellera longtemps de ce qu'on a traversé cette année. C'est vrai qu'il y en a qui nous ont rejoints en cours d'année, mais pour tous ceux qui ont traversé l'année, ça a été quelque chose. Hein. Toute notre vie professionnelle et personnelle, je pense qu'on s'en rappellera. Moi, j'ai conscience que ça a été difficile pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, cette année. Et puis, je vous vois aussi retrouver du plaisir dans la collaboration. Et ça, c'est assez incroyable de voir des gens aller d'un bureau à un autre, de se parler, de se contacter sur Steeple. Enfin, c'est plaisant. Et il y a une phrase qui résume un peu toute notre année, qui est celle d'Henry Ford, qui dit « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble, c'est la réussite ».